C'est une émission d'information et d'information. Vérité révélée, bonjour, bonsoir, Mboteliza, Akonda, Nanon Haïti, Nanon Congo, Nanon ancêtres, nous depuis la terre d'origine, depuis Kachopa, Haïti, une grande salutation à vous tous et à vous toutes qui nous écoutent. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour un tout nouveau numéro. Et nous profitons de l'occasion pour saluer nos chers abonnés, auditeurs, auditrices, nos nouveaux nouvelles abonnés qui nous rejoignent sur cet espace pour ce grand aventure, l'aventure de la révolution Noire et Rouge phase 2, initiée par Haïti 18 novembre 1803. Nous sommes à l'heure, au plein cœur de cette révolution. Je profite pour saluer tous nos compatriotes à travers le monde qui se battent, qui luttent pour qu'enfin nous puissions arriver à mettre fin définitivement à cette barbarie, à cette colonisation, esclavage depuis 400 ans qui nous terrasse, qui nous éradique. Mais nous sommes en train de nous battre et je dis une grande salutation à nos frères qui sont en train de mener cette bataille sur la terre d'Haïti même. Je vous le dis, courage, résistance, force et puissance, que Makaya vous accompagne. Donc, vous êtes sur la page de l'identité, la page de l'ancestralité, la page du retour à la source, à la racine, back to the roots. Donc, voilà, nous sommes en train de ressusciter la mémoire de nos ancêtres. C'est pour cela, en ce moment même, où je vous présente ce numéro, nous sommes au mois de la naissance du libérateur de l'humanité, de la naissance du sauveur de l'humanité, qui n'est autre que Jean-Jacques Dessalines, le général Jacques Ier, l'empereur d'Haïti, l'empereur de l'humanité, l'homme qui a ébranlé le monde par sa fougue, par sa bravoure, par son intrépidité, par sa rigueur, et par son humanisme, par sa connaissance, sa force, sa puissance, et en un mot par sa mission. Donc, je dis au champ à nos ancêtres depuis Haïti, au champ à notre empereur Dessalines, au champ, et déjà nous décrétons que le mois qui s'en vient, qui s'amène, qui n'est autre que le mois où le monde a connu l'une des plus, ou du moins c'est la plus grande catastrophe de son histoire, qui n'est autre que l'assassinat, la tuerie de notre libérateur, qui n'est autre que Jean-Jacques Dessalines. Donc la mort de Dessalines, c'est la mort de l'humanité, et voilà pourquoi nous sommes plongés dans les ténèbres, dans les abîmes depuis 200 ans, juste par le simple fait que les despotes, les tyrans, les babas, l'antimatière a mis un thème à la vie terrestre de ce grand homme, du plus grand homme de l'humanité, Jean-Jacques Dessalines. Au champ, à la mémoire de Dessalines qui est en train de se renaître, de se ressusciter. Donc, voilà pourquoi nous sommes en effervescence en ce moment même où je vous parle. Vous qui êtes un peu partout, et je vous demande de vous connecter, de vous brancher sur ce qui se passe en Haïti à l'heure où je vous parle même. Nous sommes en plein cœur de la deuxième phase de notre révolution, qui n'est autre que la révolution noire et rouge phase 2. Donc c'est dans ce même contexte que, avant même de pouvoir me statuer, ou du moins me focaliser sur les événements qui se déroulent en Haïti, je tiens à continuer avec vous après avoir vu la cause de tout ça, la racine ou la base même de toutes ces adversités, de toutes ces péripéties qu'on est en train de connaître depuis 500 ans. Donc, je vous ai parlé des responsables, des véritables responsables, qui n'est autre que le christianisme, qui n'est autre que l'empire édomite, qui n'est autre que l'empire européen, qui de nos jours s'appelle l'Union européenne à travers ces pays, comme d'abord le Portugal qu'on avait vu à travers ce qu'on pourrait appeler le grand empire colonial et portugais. Et le but c'est d'arriver avec vous
sur Haïti même, parce que je fais la démarche, je fais le cheminement avec vous pour pouvoir arriver à là où je voulais arriver, à la révolution, et la seule et unique révolution dans le monde, qui n'est autre que la révolution du 14 au 15 août 1791, qui a abouti à la première phase de notre libération, qui n'est autre que la libération en brisant les chaînes physiques, les chaînes dans les plantations le 18 novembre 1803. Maintenant, nous sommes à la deuxième phase et la toute dernière. Il n'y aura pas une troisième phase. C'est la phase spirituelle de nous décoloniser, de nous désaliéner, de nous désesclavagiser mentalement, spirituellement et sur le plan ésotérique, mystiquement. Donc, c'est ça qu'on mène ce second combat pour la liberté, pour la deuxième phase qui doit nous amener à une liberté définitive. C'est pourquoi on l'appelle la révolution noire et rouge phase 2. Donc, de fait, nous avons vu les initiateurs de tout ça, les responsables de tout ça, en commençant par le Portugal, qui n'est autre que le bras droit, le bras exécutif du christianisme, qui est donc le cœur, le moteur même de ce système qui nous oppresse, de ce système qui nous détruit, de ce système qui nous génocide. Donc, voilà pourquoi on va voir maintenant le deuxième grand empire utilisé par le christianisme pour terrasser, éradiquer l'homme noir sur cette planète. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, nous allons voir avec vous dans ce numéro l'empire colonial espagnol. Donc, en résumé, donc nous avons dit parce qu'on sait que c'est surtout l'Espagne qui nous concerne, nous, principalement. On dit le Portugal nous concerne principalement en parlant du Congo et de nos autres pays, ou du moins c'est de l'Afrique, disons de l'Afrique. Ok, donc le Portugal nous concerne par rapport à l'Afrique, l'Espagne nous concerne par rapport à l'Amérique. Ok, donc et c'est toujours par la matrice qu'ils ont passé. Et pour pouvoir faire la mainmise sur l'Afrique, leur but c'était de faire la mainmise d'abord sur le Congo parce que c'était le royaume le plus puissant, l'empire le plus puissant. Et pareil, pour pouvoir faire la mainmise sur l'Amérique tout entière, c'était de faire la mainmise sur Haïti d'abord. Et c'est ce qu'a fait Christophe Colomb, ce soi-disant génois, ce soi-disant italien, mais qui n'est autre qu'un juif khazar converti au christianisme, qui a été le mercenaire de l'église du Vatican et même également de cet empire espagnol ayant à sa tête le roi Ferdinand et la reine Isabelle. Voilà pourquoi nous sommes concernés par ces histoires. Comme je dis, on ne peut pas nous empêcher de parler de ce qui nous concerne. Donc, et ces peuples-là, je vous le dis, eux qui nous ont amené leur évangile, leur christianisme, leur Bible, et dans leur Bible, il a dit que vous moissonnez ce que vous avez semé. Ok? Vous moissonnez ce que vous avez semé. C'est ce qu'ils m'avaient appris lorsque j'étais chrétien dans leur Bible, à travers leur Bible. Donc, de fait, et nous sommes en train de voir toutes ces histoires pour ressusciter la mémoire historique, pour ressusciter les faits historiques, parce que depuis ce temps-là, mon peuple n'est pas en paix. Mon peuple est en décadence. Mon peuple est en ébullition. Dans l'instabilité, dans l'insécurité, dans la faim, dans la misère, dans la torpeur la plus absurde. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas rester la bouche fermée. On doit parler. Et parler pour agir. Agir comme il faut agir de façon à nous débarrasser
de tous nos entraves, à nous débarrasser de tous les obstacles qui, depuis 500 ans, nous mettent à l'état de déshumanisation. L'Empire espagnol. Je vais pas vous faire une cartographie, une étude cartographie ou du moins géographique de l'Espagne. C'est pas ça l'important. Mais l'Empire espagnol, nous savons très bien que l'Espagne, c'est l'un des pays ibériques. Okay? Comme on l'avait vu, ce qui nous a ramené à ça, c'est à partir de l'histoire cachée des Juifs khazars. Et nous avons vu que lorsque les Russes ont chassé les Juifs khazars, la famille royale de ces Juifs khazars, avec tous les grands dignitaires, avaient pris refuge dans ce qu'on appelle l'Europe ibérique, ce qui donne de nos jours l'Espagne et le Portugal. C'est ce qui fait que ces gens se sont rapprochés de l'Afrique du Nord. Voilà pourquoi ce sont ces gens qui vont être à la base de nos calamités, de nos misères. Donc, pour dire que les Juifs qu'on appelle surtout les Juifs séfarades, ce sont des Juifs khazars qui étaient en Khazarie chassés par les Russes et qui maintenant vont utiliser des méthodes pour pouvoir bâtir leur empire, et ils vont utiliser des méthodes inhumaines, des méthodes anti-nègres, des méthodes anti-l'Afrique pour pouvoir s'assurer d'avoir un empire de prospérité, un empire de richesse. Parce que avant, je vous le dis, l'Europe était le territoire le plus pauvre dans le monde. Voilà pourquoi le Portugal est le premier pays européen à eu l'essor en matière de développement, ce qui va donner la première ville développée de l'Europe qui n'est autre que Lisbonne. Et de la concurrence pour pouvoir arriver à même niveau ou même dépasser le Portugal et l'Espagne, la France va utiliser la méthode la plus drastique, la plus humiliante pour pouvoir rejoindre les pelotons des pays développés d'Europe. Donc c'est dans ce contexte qu'on vous dit que l'Espagne, qui n'est autre que l'un des grandes puissances coloniales, c'est un pays ibérique qui a été envahi par la famille royale de Khazarie, qui n'est autre que les Juifs khazars chassés par les Russes. Donc, capitale de l'Espagne, c'est Madrid. C'est Madrid, mais dans un premier temps aussi, ça a été comme dans les années 1601 à 1606, Valladolid aussi. Ils parlent espagnol. Leur religion, c'est le catholicisme. Ok? Et la monnaie, c'est peseta ou real espagnol. Démographique, l'Espagne a 60 millions en termes de population, on a estimé en 1790 une population de 60 millions d'habitants pour une superficie de 27 millions de kilomètres carrés. Okay? Donc, l'histoire de l'Espagne, en un mot, quand on parle de histoire et événements pour l'Espagne, ça, c'est comme pour dire que l'histoire a commencé à partir de la traite négrière. C'est 12 octobre 1492 où on va parler des invasions. Eux, ils appellent ça découverte, exploration. Pour eux, c'est de découverte, c'est de l'exploration. Mais nous, on parle des grandes invasions de l'Amérique à partir de 12 octobre 1492. La conquête des Canaries entre 1492 et 1496, ok? Et c'est là qu'ils vont débarquer en Haïti en décembre 1492. Haïti qui n'est autre que le foyer, le cœur de l'Amérique, qui vont être le foyer de la colonisation de l'esclavage de l'Europe, l'esclavage des nègres.
il va avoir l'empire, la conquête de l'empire aztèque. Là, on parle de l'Afrique, de l'Amérique centrale, ok? L'Amérique centrale et une partie de l'Amérique du Nord, ok? Avec le Mexique, c'est aux alentours de 1519 et 1521. Il y a la conquête de l'Empire Inca. Nous sommes Inca. Encore l'Amérique centrale. Et quand on parle de Inca, on voit le Panama, on voit Haïti, on voit tout ça parce que nous, d'ailleurs, l'armée qui nous a libérés s'appelle l'armée des Incas, qu'on appelle l'armée indigène d'Haïti. Inca, ça signifie, c'est comme les Rassa. Ça veut dire fils du soleil. En Égypte, on dit Rassa pour les rois d'Égypte antique. Et Inca qui signifie fils du soleil. C'est dans les années 1532 à 1537. Et le 26 juillet 1581, il y a l'émancipation des provinces unies. 1811 et 1825, il y a indépendance des colonies latino-américaines. Mais pour dire que depuis en 1803, ok, donc on a initié la libération des peuples esclavagisés avec Haïti qui a chassé les barbares français. 10 décembre 1892, il y a le traité de Paris. Donc ça, c'est des événements qui concernent l'Espagne. Mais il y a un aspect capital qu'ils n'ont pas mentionné ici, c'était si je pourrais même trouver la date, je pourrais même vous l'indiquer, c'est ce qu'on pourrait appeler la controverse de Valladolid qui s'était organisée et à partir de 1500, des années 1500, et la controverse, c'est la controverse de Valladolid. Ok, Valladolid qui était un événement organisé par le Vatican dans la ville de Valladolid, et sous l'auspice de pas l'auspice même parce que c'est sous l'auspice du pape, mais c'était plutôt avec une sorte de controverse entre un soi-disant défenseur et des Indiens et un esclavagiste colon prêtre donc farouche qui se disputait sur est-ce que les Indiens avaient une âme, et c'est à partir de là je veux parler de Bartolomé de las Casas, ce prêtre prétendant défenseur des Noirs. On n'a pas besoin de défenseur, mon frère. Donc on va arriver dans la royauté d'Espagne qui a commencé vers 1470 à 1516, ok, où il y a les rois catholiques, il y a 1874, la République d'Espagne, et 1886-1931, on a Alphonse XIII. Donc ça, c'est en parlant de régnant. Donc ça, en gros, c'est surtout cet aspect que je voulais voir avec vous pour donner un bref aperçu d'historicité de ce peuple-là. Donc, mais c'est pour dire que leur véritable histoire, c'est comme ça a commencé en 1492, parce que avant, c'était des peuples qui se pataugeaient dans la misère, dans la galère, mais ils vont commencer par goûter ils vont pas avoir le goût de ce qu'on appelle la luxure, le luxe, disons mieux, l'expansion économique, le développement, c'est à partir de la traite négrière, initiée le 14, ou du moins le 12 octobre 1792. Donc, on dit, Séville était le port principal et le centre du commerce avec le Nouveau Monde. Ok? Tout comme on avait pour les Portugais, c'est Lisbonne qui était la ville principale en matière de la traite négrière. Pour l'Espagne, c'est Séville, et plus tard pour la France, on va voir que c'est
c'est même pas une seule ville, c'est des villes, c'est, disons, Nantes, Bordeaux, et c'est terrible. C'est toutes les villes côtières qui se battent sur, et adjacent de la mer Atlantique. Donc, vous savez que la France, c'est le pays d'Europe qui a un territoire maritime le plus élargi, le plus grand. Donc, la France est le territoire européen ayant un territoire maritime, le plus grand territoire maritime des pays d'Europe. Donc, on dit l'Empire espagnol correspond à l'ensemble des terres contrôlées par les monarques espagnols du 16e au 19e siècle. Ok? L'Empire espagnol correspond à l'ensemble des terres contrôlées par les monarques espagnols du 16e au 19e siècle. Voilà ce qui fait d'eux un empire. C'est d'avoir colonisé d'autres territoires. Alors que le concept d'empire pour nous en terre de capture, pas depuis l'Afrique, n'a rien à voir avec la conquête. Voyez-vous? Cet empire se compose de deux ensembles. L'empire européen, constitué par les héritages successifs de ces princes au tournant des 15e et 16e siècle. Ok? D'une part, et l'empire colonial, constitué par les conquêtes des colons espagnols outre-mer, d'autre part. Ce dernier forme, à savoir l'empire espagnol, avec celui du Portugal, le premier empire colonial européen. Je répète, l'empire espagnol avec l'empire portugais, ok, forment les deux premiers empires coloniaux européens. Durant ces 2 siècles, la monarchie catholique espagnole domine un immense territoire réparti entre les Amériques, l'Asie du Sud-Est et les comptoirs en Inde et en Afrique lors de l'Union ibérique. Ok, nous avons dit lors de l'Union ibérique. C'est quoi l'Union ibérique? L'Union ibérique, juste un moment. L'Union ibérique, entre 1580 et 1640. Ok, donc on a parlé de l'Union ibérique. Je vous donne une idée de ce que c'est l'Union ibérique. L'Union ibérique est l'expression historiographique sous laquelle est désignée l'union dynastique des monarchies espagnoles et portugaises. C'est normal. Entre 1580, de 1580 à 1640, l'unification de la péninsule ibérique est une ambition récurrente chez les monarques médiévaux. Ok? Donc c'est ça qu'on appelle l'empire, l'Union ibérique. On dit à la fin de ces comptoirs reviendront au Portugal après 1640. À la fin du XVe siècle, le royaume de Castille et le royaume de Portugal sont à l'avant-garde des grandes invasions, puis inaugure l'ère de la colonisation européenne. Je reprends ceci pour vous. On dit que à la fin de 1400, à la fin du 15e siècle, ça veut dire l'année 1400, à la fin du 15e siècle, ça veut dire 1492. Ok? Ou même 1400, parce que Portugal a commencé et à partir de 1441
L'Espagne, lui, va entrer d'emblée à partir de 1492 avec l'invasion de l'Amérique. On dit à la fin du XVe siècle, le royaume de Castille, l'Espagne et le royaume du Portugal sont à l'avant-garde des grandes invasions. Ils appellent ça grande découverte. Moi, je dis, je n'accepte pas ce terme en tant que fils d'Haïti. Puis, ils inaugurent l'ère de la colonisation européenne. L'extension maximale de l'empire coïncide avec le siècle d'or espagnol et les règnes de Charles V à Philippe IV. Saisissez ceci. L'extension maximale de l'empire coïncide avec le siècle d'or espagnol et les règnes de Charles V à Philippe IV. C'est juste une façon de dire que l'extension maximale de l'empire espagnol a eu lieu grâce à la colonisation. En un mot, c'est ça. Donc, et c'est là que maintenant on va entrer dans, peut-être pour terminer ce numéro du jour, on essaie d'être plus bref que l'on puisse être. Donc, parce que on va pour la prochaine série arriver avec les périodes des grandes invasions pour pouvoir entamer tout ça avec vous. Les périodes des grandes invasions espagnoles. Donc, maintenant, pour terminer ce numéro, nous allons voir l'Empire espagnol, un empire à caractère international dans le reste de l'Europe, sa formation. L'Empire espagnol a été formé par l'incapacité de la maison de Trastamare. La maison de Trastamare, c'est comme ça ils appellent. Ils ont toujours des maisons. Comme la plus grande maison, la plus puissante maison esclavagiste à Saint-Domingue, c'est la maison Gradis, qui n'est autre qu'une maison juive khazare. On donne le nom de maison de Trastamare à une dynastie des rois qui occupe les trônes de Castille, d'Aragon, de Navarre et de Naples. Voyez-vous? C'est pour ça que vous voyez, je vous l'avais déjà dit dans un numéro précédent que quand on parle de l'Espagne, il faut voir en même temps l'Italie. Parce que quand on parle des pays du sud de l'Europe, les séfarades, les juifs séfarades, l'Italie en fait partie. Voilà pourquoi vous voyez, les papes, c'était surtout des gens, il y avait beaucoup de papes qui étaient des Espagnols, et le plus barbare, le pire pape qu'il y a eu, venait de la famille la plus détestée d'Europe, qui n'est autre que la famille de Borgia. Et avant d'avoir Rodrigo Borgia comme pape Alexandre VI, il y a eu son oncle Innocent. Donc, et c'est eux qui vont être. Donc, voilà pourquoi que vous voyez que c'est l'Église effectivement qui a fait la colonisation. L'Espagne et le Portugal étaient les bras armés de l'Église pour faire la colonisation, la traite négrière. On dit que l'Empire espagnol a été formé par l'incapacité, de la maison de Trastamare dans les premières années du XVIe siècle à produire des héritiers viables dans ces différentes branches. Cette incapacité fait de l'infante Jeanne la Folle l'unique héritière des rois de Castille, d'Aragon et de Naples à partir de 1504. Son mariage avec l'archiduc Philippe de Beau ajoutait les territoires résiduels de la maison de Bourgogne et ceux de la maison d'Autriche.
l'héritier de ces deux princes, l'archiduc et l'infant qui allait devenir l'empereur Charles V, était par ses héritages multiples et son élection au Saint-Empire romain germanique, le prince le plus puissant d'Europe. Je reprends. L'héritier de ces deux princes, à savoir Philippe l'archiduc et Jeanne la Folle, on dit le héritier, l'archiduc et l'infant qui allait devenir l'empereur Charles V, était par ses héritages multiples et son élection au Saint-Empire romain germanique, le prince le plus puissant d'Europe. Il ajouta à cette mise déjà importante le duché de Milan et quelques territoires dans le nord des Flandres. Ses héritiers espagnols perdirent l'Autriche, l'Empire et la moitié nord des territoires flamands, mais ils purent conserver cet immense héritage. C'est quoi la structure de cet empire espagnol? Les Habsbourg conservèrent toujours la stricte distribution entre les différents héritages formant l'empire européen. Les Habsbourg. Nous avons vu ça déjà dans un numéro précédent. Le souverain portait une vingtaine de titres royaux relevant de ce caractère composite et l'absence d'unification. Cet ensemble était désigné sous le terme de monarchie catholique et s'organise ainsi. La monarchie. La monarchie de Castille, relativement unifiée, qui donne le royaume de Castille et Léon, le royaume de Navarre, le titulaire incluant toujours les royaumes historiques fondus dans celui de Castille, comme Galice, Tolède, Murcie, Grenade, Séville, Jaén. Il y a, en termes de couronne encore de Bastille, il y a les vice-royaumes d'outre-mer, comme Nouvelle-Espagne et Pérou, qui vont envahir, redécoupés par la suite. Il y a aussi les trois provinces basques, comme Biscaye, Guipúzcoa et Álava, qui disposaient d'un régime de large autonomie. Il y a encore pour la monarchie, il y a la couronne d'Aragon, qui n'est autre qu'une confédération nettement plus lâche, qui comprend le royaume d'Aragon, le royaume de Valence, le royaume de Majorque, le royaume de Sardaigne et le royaume de Naples. Donc, il y a aussi le royaume de Sicile, la principauté de Catalogne, comté de Barcelone et autres anciens comtés catalans avec les comtés de Roussillon et de Cerdagne, perdus lors du traité des Pyrénées. Il y a les flancs et les flancs comtés, ensemble de provinces réputées indépendantes sous un régime d'union personnelle. Il y a aussi le duché de Milan, non intégré à un héritage particulier, et de 1581 à 1640, il faut y ajouter la couronne de Portugal avec ses dépendances coloniales. Donc, pour terminer, on dit que l'organisation, on est toujours dans ce qu'on appelle l'Empire espagnol, qui a un caractère international dans l'Europe, dans le reste de l'Europe. Donc, on était dans la structure, et on dit que l'organisation composite de la monarchie ne recoupait que partiellement l'organisation administrative. Les royaumes de Naples et de Sicile, relevant formellement de la couronne d'Aragon, étaient ainsi administrés par le Conseil royal d'Italie, avec le duché de Milan et le royaume de Sardaigne
plutôt que par celui d'Aragon avec les autres territoires de cette couronne. Ce caractère complexe et composite fut nettement simplifié avec l'arrivée au pouvoir des Bourbons d'Espagne. C'est qui les Bourbons d'Espagne? Quand on parle de Bourbons d'Espagne, il faut voir, et moi j'aime voir ces thèmes avec vous, au moins vous ayez ça dans vos calepins, ou du moins quand vous entendez les gens parler de ces thèmes-là, ça vous donne une idée. Lorsqu'on parle de Bourbon d'Espagne, c'est B-O-U-R-B-O-N, et qui c'est Bourbon. En Espagne, la maison Bourbon, c'est toujours des maisons, est la dénomination officielle de la dynastie régnant sur le royaume depuis l'ascension au trône de Philippe IV, fils agnatique de Louis XIV. Fils agnatique de Louis XIV. Donc, et Philippe IV, on sait qui est Louis XIV, hein? Donc, ça veut dire, vous voyez, la France, l'Espagne, c'est tout ça. On dit la France fait partie des pays du Sud aussi d'Europe. Quand on parle de fils agnatique, on dit un agnat désigne dans le droit romain le membre d'une famille appartenant au titre de descendant par les mâles d'un même pater familias ou comme enfant adopté par celui-ci. Ça veut dire que Philippe IV était comme, si on pourrait le dire, un enfant adopté, un fils adoptif de Louis XIV. Ok? Donc, voilà. Et c'est dans ce contexte qu'on a dit que, voilà, ce caractère complexe et composite fut nettement simplifié. Ok? Fut nettement simplifié avec l'arrivée au pouvoir des Bourbons d'Espagne. D'une part, l'empire européen était démembré. Les Flandres et les territoires italiens étaient partagés entre les différents princes des maisons d'Autriche, de Savoie et de France. D'autre part, la division territoriale de l'Espagne en deux couronnes fut supprimée par une série de capitulations données entre 1707 et 1716 qui donnent les privilèges de la couronne d'Aragon furent supprimés et ses institutions politiques dissoutes. À partir de 1714, l'Espagne perd son empire européen, mais commence à exister en tant qu'État unifié. À partir de 1714, l'Espagne perd son empire européen, mais il commence à exister en tant qu'État unifié. D'emblée, le prochain numéro, nous allons voir avec vous les périodes des grandes invasions espagnoles. C'est question de parler de la découverte, soi-disant, de l'Amérique par les Espagnols. Mais pour nous, on avait déjà des gens habitant cet espace. C'est pas une découverte pour mettre au monde quelque chose qui était inconnu. Mais c'était inconnu pour ces gens, parce que même les Européens avant, les Vikings, tout ça, avaient déjà visité ce territoire. Donc, je vous ai dit, Mbote Elisa, restez branchés, ne ratez pas la prochaine émission. C'était votre frère Pierre-Marie Mongera dans l'émission Vérité Révélée, l'émission qui fait l'historiographie de l'histoire de façon à retracer notre passé glorieux pour voir comment on est tombé dans cette décadence. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous relever définitivement et sans bruit, comme on dit en créole, sans bruit, sans compte, sans qu'on n'ait pas à se faire des ennemis, mais on sait qu'on peut pas éviter d'avoir des ennemis. Et de toute façon, nous sommes en train de se battre pour libérer notre peuple,
qui est pris dans une matrice, dans un complot depuis 5 siècles. C'est l'heure de la révolution. On l'avait déjà initié 18 novembre 1803. Nous sommes à l'heure de passer à la phase 2 pour mettre les dernières touches pour arriver à la libération finale. Beauté design.